Donc Christian Bello, bonjour. Bonjour. Alors, en complément de notre série de podcasts sur la mémoire opérationnelle de la guerre d'information, et à l'occasion de la médiatisation du rapport commandé par le gouvernement sur les frères musulmans et l'islamisme politique en France, vous avez souhaité parler de l'apport du général de Marolles concernant la guerre invisible et les stratégies de combat informationnel qui sont menées par le faible, ainsi que les réponses adéquates que devrait mener le fort s'il ne veut pas subir une défaite informationnelle totale. Alors précisons pour nos auditeurs qu'Alain Guégon de Marolles sera chef du service action, puis directeur du renseignement du SDEC, l'ancêtre de la DGSE, sous la direction d'Alexandre de Maranche. Alain Guégon de Marolles a participé à la guerre d'Indochine, à l'époque d'abord dans les commandos, puis il est entré au service de documentation extérieure et de contre-espionnage, et en particulier il a participé à l'action du GCMA dont j'ai déjà parlé dans un précédent podcast, et qui menait, en gros en termes de service action positionné dans la guerre d'Indochine, au cœur de la guerre d'Indochine, des actions notamment dans des tribus qui étaient pas loin de la frontière chinoise et qui étaient contre le Viet Minh et qui subissaient sa répression et qui étaient des tribus qui œuvraient sur un territoire très difficile d'accès, où la jungle et les montagnes dominaient plutôt que les plaines et les cultures de rizières. Et ce territoire, donc, était l'endroit de prédilection pour le service action français positionné en Indochine pour mener des opérations de déstabilisation du système Viet Minh, y compris d'ailleurs des actions militaires qui ont largement dérangé le pouvoir de contrôle sur cette partie-là, très sensible, pas loin, je le répète, de la frontière chinoise, mais à l'arrière du dispositif du Viet Minh dans le nord de l'Indochine. Alors, ce général Alain Guégon de Marolles, à l'époque, il n'était qu'un jeune officier, mais chemin faisant, il va quitter l'Indochine, on va le retrouver en Algérie, donc guerre d'Algérie, et en Algérie, il aura une expérience pour le moins originale, puisqu'il va être parachuté avec un radio dans un maquis du MNA. Donc le MNA, c'était un mouvement qui était contre la France, qui luttait pour une certaine forme d'indépendance de l'Algérie, mais il avait un concurrent qui était le FLN, et le FLN très très vite est entré en rivalité politique puis politico-militaire avec le MNA. C'est-à-dire en gros, le FLN a voulu détruire l'infrastructure politique, mais aussi militaire du MNA, que ce soit en Algérie même et en France métropolitaine, puisque la guerre d'Algérie a eu aussi des effets au sein de la communauté algérienne qui existait en France, et notamment dans certaines grandes villes comme Paris ou d'autres. Et je reviens à Marolles, donc parachuté avec son radio dans un maquis. Alors pourquoi il n'est pas tué? Tout simplement parce que les MENA à l'époque est déjà en mauvaise posture et accepte finalement la présence de cet officier des services secrets français et de son radio. Et comme me le confiait Marolles dans une des nombreuses discussions qu'on a eues, chaque fois qu'il se levait le matin, il était heureux de ne pas avoir été tué la nuit parce que sa situation était quand même particulièrement difficile. Mais il a réussi à s'en sortir. Et surtout, ce que Marolles a fait, c'est d'observer comment finalement fonctionnait un mouvement de guérilla, aussi bien dans son organisation militaire, sa manière de mener des attaques contre l'armée française ou contre le FLN, mais aussi comment il était organisé au sein de la population. Et là, c'est une observation très intéressante. Comment fonctionnait le renseignement humain, comment un mouvement de guérilla qui n'avait rien à voir avec une armée classique, donc qui était dans un rapport du très très faible au fort, arrivait malgré tout à avoir une implantation, à disposer de son propre art de la ruse. Enfin bref, Marolles a eu cette analyse particulièrement détaillée
d'une force qui était en fait une force au départ ennemie, devenue ensuite plus ou moins alliée parce que les MENA voulaient survivre au FLN, qui voulait sa mort. Et donc, dans cette espèce de contexte très paradoxal, Marolle a pu en sortir une grille de lecture. Quels sont les apports de cette grille de lecture ? La grille de lecture, justement, elle est intéressante parce que, une fois de plus, on voit la différence entre la démarche américaine et la démarche française. Marolle a écrit justement en 71 un ouvrage dont il m'a cédé un exemplaire à l'époque où il avait fait un passage à l'IHEDN, et cet ouvrage a pour titre « Paix atomique et guerre révolutionnaire face à la puissance chinoise et à la poussée révolutionnaire dans le monde ». Donc c'est un ouvrage qui mériterait d'être réédité parce que je trouve que dans cet ouvrage, il y a vraiment matière à réflexion. Marolle avait bien compris, lui, en 1971, la puissance de la matrice subversive de la Chine communiste et surtout de la Chine maoïste. Et c'est tout l'intérêt de cet homme, notamment parce que c'était en 1971, donc c'était à une époque où on connaissait encore mal la Chine. Et rappelez-vous, lorsque la France a renoué des relations diplomatiques, et surtout quand Deng Xiaoping, après l'affaire de la bande des quatre, s'est rapproché du monde occidental, il a tendu la main, on lui a saisi, et beaucoup de Français, que ce soit des diplomates ou d'autres, au moment où il y a eu ce changement de pouvoir en Chine, ont cru que c'était fini du pouvoir communiste chinois et que la Chine allait se rapprocher progressivement de l'Occident et perdre son identité communiste. On a vu que ce n'est pas ce qui s'est produit. Et c'est pour ça que Marolle, en 71, un certain nombre d'années avant que se produise l'arrivée de Deng Xiaoping, lui avait parfaitement saisi le cœur de la matrice subversive du régime communiste chinois, et il en avait tiré un certain nombre d'enseignements. Quels enseignements, Christian Arbelot ? Alors d'abord, quand il théorise la guerre révolutionnaire, Marolle, il précise quoi ? Il précise que la matrice de combat, expression très importante sur laquelle nous reviendrons dans des podcasts futurs, matrice de combat informationnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice de combat informationnel ? Comment on mène un combat informationnel ? Donc Marolle qualifiait cette matrice de combat du faible contre le fort, du pauvre contre le riche, de la génération montante contre la génération en place. Donc c'est intéressant parce que on voit qu'en s'exprimant ainsi, Marolle n'a pas tout à fait la même attitude que des Trinquis ou des Galula ont pu avoir, c'est-à-dire on a un ennemi à détruire, on va essayer de comprendre comment il fonctionne, mais le but c'est sa destruction et on ne se pose pas trop de questions sur le cadre stratégique et sur finalement la puissance matricielle de cet ennemi. Et je le répète, j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, quand vous êtes un pays qui a conquis un territoire, qui domine un peuple, et qu'apparaît une force sur ce territoire qui réclame l'indépendance de ce peuple, vous étiez fort au départ, vous étiez le dominateur, et vous devenez, en termes de guerre d'information, subitement faible, parce que celui qui a la légitimité, c'est celui qui réclame sa liberté. Or, vous, en tant que dominateur, vous le privez de sa liberté. En tout cas, c'est comme ça que le débat est posé. Et Marolle avait bien compris ça. Je pense que son passage d'homme parachuté avec son radio dans un maquis du MNA lui a été très utile parce qu'il a bien vu ce qu'était une réalité politique. Et cette réalité politique, il fallait en prendre acte. Il ne fallait pas la nier, il fallait essayer de situer son importance et comment faire avec elle, finalement. Donc, c'est pour ça qu'il explique que cette guerre révolutionnaire, c'est une guerre de David contre Goliath. Donc, là aussi, c'est pas rien. C'est-à-dire, David contre Goliath, ça veut dire que Marolle évalue la force ennemie, non pas comme le communisme à vaincre parce que c'est le communisme, mais parce que cette force ennemie, elle a une légitimité. Et il ne faut pas nier sa légitimité, essayer de la comprendre, l'analyser. Quels sont ses principes de base ?
Alors, les principes de base que Marolles met en avant à propos de cette guerre révolutionnaire, qu'il a théorisée donc, sont les suivants. Premier principe, l'emploi de la ruse. Toute forme d'action non conventionnelle, potentiellement clandestine, sans limite ni règle. Donc, l'emploi de la ruse dans le combat informationnel, c'est un élément hyper structurant de la guerre révolutionnaire. L'emploi de la ruse. Deuxième principe, des actions psychologiques dans le cadre d'un combat idéologique. Donc ça, c'est moins spectaculaire d'une certaine manière parce que toute la doctrine de la guerre psychologique de l'armée française repose sur cette phrase, donc les actions psychologiques dans le cadre d'un combat idéologique. Mais, et c'est ça qui est important, Marolles insiste sur le fait que dans cette guerre révolutionnaire, ce second principe est aussi un principe très structurant. Ce n'est pas un élément anecdotique d'appoint. Troisième principe, la mise sur pied d'organisations de militants cristallisant une masse critique autour d'elle. Donc on voit bien là l'importance déterminante du combat politique dans une démarche de guerre de l'information. J'insiste, du combat politique. Ce qui veut dire très concrètement que dans une guerre révolutionnaire, ceux qui mènent la guerre de l'information sont des soldats politiques et ne sont pas simplement des soldats classiques. Ça, c'est une nuance qui n'est pas du tout anodine. Soldat politique, qu'est-ce que ça veut dire? Quatrième élément, quatrième principe, comment isoler les pouvoirs établis par des actions subversives tendant à développer les sentiments d'insécurité et de culpabilité au niveau des responsables. Donc, vous avez bien compris que ce quatrième principe fait référence, bien entendu, à des situations passées de guerre révolutionnaire, mais à l'heure où on parle de l'infiltration des frères musulmans en France, si on devait lire attentivement le rapport qui a été remis il y a quelques mois au président de la République et sur lequel le président de la République vient seulement de prendre position lors d'un récent Conseil de défense, après en avoir pris connaissance depuis quelques mois, on voit bien, et je répète le quatrième principe, isoler des pouvoirs établis par des actions subversives tendant à développer les sentiments d'insécurité et de culpabilité au niveau des responsables, vous voyez bien que là, tout le discours sur l'islamophobie, tout le discours du pouvoir algérien contre la France, tout le discours des frères musulmans dans leur démarche d'infiltration silencieuse au sein des institutions françaises ou de la société civile française ou du cadre scolaire ou du cadre sportif ou du cadre santé publique, on est au cœur du sujet. Et on est bien là, donc, dans ce que j'appelle un combat informationnel. Et un combat informationnel, je reviens à la théorie que Marolles a créée pour le décrire et pour l'analyser. Si on ne comprend pas comment il fonctionne, on ne pourra pas faire face à cette action souterraine de nature informationnelle. Cinquième principe, une lutte longue et larvée visant à l'usure de l'adversaire. J'établis encore un parallélisme fondamental avec l'action des frères musulmans en France. L'usure de l'adversaire. Il est clair qu'aujourd'hui, on voit bien que déjà dans des municipalités où la population musulmane est majoritaire et où on voit apparaître une trace très très forte de frères musulmans dans un certain nombre de démarches d'influence, on est typiquement dans cette procédure d'usure. Comment jouer sur les contradictions des fédérations sportives? La fédération de handball autorise le port du voile dans le jeu du handball. Ce n'est pas le cas dans d'autres fédérations sportives. Comment un maire d'une ville de banlieue parisienne s'estime justement agressé par le pouvoir politique alors qu'il se dit en bon droit d'agir sans menacer en aucun cas les lois de la République, etc., etc.
Donc le parallélisme est relativement simple à faire, hélas, sur ce sujet. Je poursuis dans ma liste des principes. Autre principe, une action s'adaptant aux circonstances et allant de la lutte indirecte à la lutte armée. Alors là, on s'écarte de la démarche des frères musulmans qui, justement, font tout pour passer sous les radars et surtout pas se faire stigmatiser par des actes violents qui aboutiraient à leur interdiction légale. Mais toujours est-il que dans les principes de la guerre révolutionnaire, il est clair qu'on a là un problème important dans la mesure où il y a le lien entre les deux. C'est-à-dire que le combat informationnel débouche obligatoirement sur une articulation avec des opérations au départ politico-militaires et ensuite carrément militaires. C'est typiquement ce qui s'est passé notamment en Indochine, durant la guerre du Vietnam ou durant la guerre d'Algérie. Les 3 derniers principes que met en avant Marolle ne sont pas non plus anodins. L'organisation du renseignement afin d'agir au moment propice et d'assurer au maximum sa propre couverture. Donc là, on voit bien que dans la dimension du combat informationnel, il y a une articulation très forte entre le renseignement, l'activité de renseignement et la manière de mener ce combat informationnel pour ensuite aboutir à des opérations de terrain contre l'ennemi et des opérations qui deviennent violentes, puis quasiment qui atteignent un niveau militaire. Ensuite, il parle de l'intendance qui se plie aux règles de la logistique clandestine. Donc là, on est tout à fait dans la construction d'un système parallèle pour justement œuvrer sur des territoires et être influent et se substituer d'une certaine manière à l'autorité légale, la rendre de moins en moins efficace, pertinente, reconnue et à la fin la marginaliser pour l'éliminer, y compris bien entendu physiquement. Et dernier principe, la mise en œuvre de matériel et de méthodes rustiques afin d'éviter les méthodes de destruction massive. Et là, on en revient à quelque chose que on a un peu trop tendance à perdre de vue aujourd'hui, si je prends le contexte actuel, c'est-à-dire le numérique, tout ce qui est lié aux formes de communication par le biais des téléphones portables, par le biais d'Internet. Bref, le monde immatériel dans lequel nous sommes en train de rentrer, on voit très bien que lorsqu'on travaille sur les logiques d'infiltration des frères musulmans en France, cette règle, elle est totalement appliquée puisque tout est fait pour ne pas se faire identifier comme une force subversive en action qui remet en question le système républicain, ses lois, son système de pouvoir et de contrôle et bien entendu sa vie démocratique. Donc il est bien évident que dans les mosquées où sont présents les frères musulmans, si les services français n'envoient pas des gens ou ne pilotent pas des gens pour détecter les discours, on ne saura pas ce qui s'y passe. Mais c'est vrai aussi sur une certaine organisation économique, quand des frères musulmans infiltrent des auto-écoles dans une ville de la région parisienne, il est bien entendu qu'ils font tout pour ne pas se faire identifier et il faut vraiment étudier minutieusement le comportement des salariés de cette auto-école pour voir comment à un moment donné l'influence des frères musulmans se manifeste directement afin de commencer à imposer de manière très soft, comme diraient les anglo-saxons, des règles qui n'ont plus rien à voir avec le fonctionnement de la République française tel qu'il est défini par la loi. Et justement, ce qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est de revenir sur une interview que le général Alain Gagneron de Marolles a donnée en 1999 à la revue Renseignements et Opérations Spéciales, je crois que c'était son numéro 1. Il parle de la guerre révolutionnaire. Et je reprends ces termes. La conduite la plus sage consiste à réduire au maximum les facteurs favorables à la naissance et au développement de ce type d'action. Donc, il parle déjà de sagesse. C'est intéressant. Ce n'est pas un mot anodin dans un langage
d'un homme des services spéciaux qui a théorisé la guerre révolutionnaire à partir de tout ce qu'il a pu vivre aussi bien en Indochine qu'en Algérie. Il poursuit. Il faut alors s'attaquer résolument aux causes de la rébellion tout en évitant de provoquer les populations, sinon les rebelles eux-mêmes. Donc là, rien que cette petite précision montre le recul qu'avait pris Marolles, qui avait parfaitement compris que dans un combat du faible au fort, le faible, c'est-à-dire au départ le révolutionnaire, pouvait, en guerre de l'information, devenir le fort, alors que le fort, au départ, c'était le militaire qui occupait le terrain et qui combattait des forces beaucoup moins équipées que lui, beaucoup moins organisées et ayant une capacité de feu très limitée. Donc, ce renversement de rapport entre le fort qui domine sur le plan militaire et qui devient faible sur le plan combat informationnel, le faible devenant le fort, c'est quelque chose que Marolles avait parfaitement compris, et il l'avait compris bien mieux, je pense, qu'un Galula ou qu'un Trinquier, parce qu'il en avait compris que derrière, il y avait la réalité stratégique, c'est-à-dire comment on fait quand le faible détient finalement la légitimité dans le domaine de la guerre d'information. Et Marolles continue, et c'est ça qui est toujours intéressant dans cette citation, « Lorsqu'il est trop tard pour que cette politique puisse être entreprise avec succès, il est indispensable de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles d'empêcher la rébellion de développer un noyau actif, capable de déclencher son action et d'obtenir des succès initiaux face auxquels les forces de l'ordre seront incapables de répondre immédiatement avec efficacité. » Je poursuis. Dans l'hypothèse où ces deux conditions n'ont pu être remplies, il s'agit de provoquer, par une action diplomatique appropriée, la non-ingérence internationale et la non-intervention des pays limitrophes. En effet, dans le cas où l'insurrection bénéficie de soutien extérieur, le seuil de la riposte est souvent dépassé et l'échec paraît inévitable. Donc là, on voit bien dans ces phrases que Marolles parle en ayant en tête ce qu'il a vécu, et notamment, je pense à la guerre d'Algérie, car ces phrases-là font référence directement au contexte de la guerre d'Algérie. Mais ce qui est très intéressant, encore une fois, dans le raisonnement de Marolles et les leçons qu'il a tirées de tout ça, c'est pas simplement une théorie de la guerre révolutionnaire, c'est aussi des transferts de savoir-faire. Marolles m'expliquait que quand il a pris la tête du service action au début des années 70, à l'époque, rappelez-vous, Alexandre de Maranche est nommé à la tête du SDEC par le président Georges Pompidou, et Georges Pompidou lui demande de reprendre en main ce service. Oui, cette reprise en main du SDEC par Alexandre de Maranche est d'ailleurs remarquablement relatée par Jean-Christophe Notin dans son livre Le Maître du secret, paru aux éditions Talandier. Et Marolles recrée en fait le service action qui avait été fortement amoindri suite à la guerre d'Algérie et aux événements liés à la guerre d'Algérie. Je pense au coup d'État d'Alger et aux événements liés aux actions de l'organisation de l'armée secrète, de l'OAS, et de toutes les fractures qui ont eu lieu au sein de l'armée française à ce moment-là, y compris au sein des services spéciaux, y compris notamment au sein du SDEC en particulier. Donc, Marolles, d'une part, tire les enseignements de l'ensemble de ces événements, théorise la guerre révolutionnaire, mais il va plus loin. Il va plus loin, pourquoi ? Parce que il a compris que cette notion de guerre de l'information, elle va prendre une importance croissante et il va falloir, entre guillemets, la penser dans un contexte radicalement différent. C'est un peu à lire entre les lignes de l'ouvrage qu'il a écrit à la fin de sa vie et qui était une manière d'interpeller l'opinion publique française, qui avait un titre un peu provocateur, puisqu'il y avait l'expression dans le titre la fin d'un monde ou la fin du monde.
Oui, vous faites ici référence à son ouvrage L'Ultimatum, Fin d'un monde ou Fin du monde, qui était paru chez Plomb en 1984. Cet ouvrage montrait bien qu'il fallait relever un défi et que ce défi était justement lié au bilan qu'on devait tirer de toutes les expériences précédentes dans les rapports du faible au fort et du fort au faible dans le cadre de la guerre de l'information et dans le cadre d'une situation qui est d'ordre stratégique, c'est-à-dire la guerre de l'information n'est pas un élément anecdotique très largement dépassé par les situations militaires, les situations létales qui dominaient toute forme d'affrontement. Non, justement, Marolle avait compris que le létal, on en a parlé durant la guerre du Vietnam, c'est pas pour rien qu'on a fait un podcast précisément sur le bilan à propos de la guerre létale et la guerre non létale, autre podcast, mais toujours est-il que Marolle avait bien cerné que plus on allait rentrer dans la société de l'information, plus on allait rentrer dans un monde totalement façonné par cette société de l'information, plus ces règles du combat révolutionnaire, du combat informationnel dans le cadre d'une guerre révolutionnaire et de tout ce qu'on pouvait en déduire étaient des règles sur lesquelles il allait falloir réfléchir. Et justement, quand Marolle a reconstitué le service action, il m'a confié qu'il s'était beaucoup inspiré de ses observations durant sa période algérienne, et notamment quand il avait été parachuté dans ce maquis du MNA, dans l'observation du comportement d'une guérilla, aussi bien dans le domaine du renseignement, mais aussi dans le domaine du rapport à la population, mais aussi dans le domaine de la propagande, et aussi dans le domaine du lien entre l'action politique et l'action militaire, ce qui veut dire, et j'y reviens, sur la matrice subversive du combat, qu'il soit létal ou non létal, et quand il est non létal, on parle bien de combat informationnel. Aujourd'hui, cette culture n'existe pas, il faut la construire. Il faut la construire méthodiquement. Alors, je corrige juste ce que je viens de dire, il y a avant moi et avant d'autres des pionniers qui ont créé un début de matrice très analytique et très intéressante. Je le répète, ce sont les Vilatou qu'il faudra remercier car ils ont joué et ils continuent à jouer un rôle de fondateur de cette matrice de ce que devra être un jour une culture du combat informationnel dans le système français. Donc je leur rends hommage, je ne cesserai de leur rendre hommage pour le travail qu'ils ont accompli et qu'il ne doit en aucun cas être perdu comme on a trop l'habitude de le faire dans un pays comme le nôtre. La perte de mémoire, la disparition de la mémoire. Et ensuite, et j'insiste, le combat informationnel, ce n'est pas simplement une vision purement militaire, c'est aussi une vision civile, ce n'est pas simplement une vision du fort, c'est aussi une vision du faible. D'où l'intérêt de fusionner les deux, non pas pour faire un galimatia de je ne sais quoi, mais au contraire pour en faire une véritable doctrine afin qu'elle soit utilisée efficacement. Et là, on a bien compris que l'usage de la guerre de l'information qui se prolonge par un recours à une violence systématique qui aboutit au pire, interroge, y compris notamment dans l'actualité qui est très présente aujourd'hui sur différents théâtres de conflits dans le monde. Alors, Christian Arbelot, concernant cette guerre informationnelle invisible que mènent les frères musulmans en France, pensez-vous qu'il soit trop tard? Pour répondre à cette question, en fait, je renvoie à deux rapports sur lesquels l'école de guerre économique a travaillé. Le premier a été rédigé en mai 2015. Son titre, c'était « La France peut-elle vaincre Daesh sur le terrain de la guerre de l'information ?» C'est un rapport d'alerte qui a d'ailleurs à l'époque été préfacé par Alain Juillet. J'insiste sur ce premier rapport parce que dans ce rapport,
il y a énormément d'éléments qui précisent le cadre de réflexion sur la notion même de guerre de l'information. Et là, on est bien avant les écrits qui sont apparus plus récemment. L'école de guerre économique, je le rappelle, c'est un peu oublié par beaucoup, a été et reste totalement pionnière dans cette approche d'une culture absolument nécessaire de la guerre de l'information. Donc je vous renvoie à ce premier rapport d'alerte qui est téléchargeable à partir du site ege.fr. Si vous tapez le titre « La France peut-elle vaincre Daesh sur le terrain de la guerre de l'information ?» vous allez le retrouver par le biais de votre recherche OSINT, comme on dit, chez nous. Le deuxième rapport date de 2018. Il avait pour nom « L'état des lieux de la pénétration de l'islam fondamentaliste en France ». C'est un rapport que volontairement nous n'avons pas revendiqué publiquement à l'époque, mais qui a été fait par des étudiants de l'école de guerre économique et des anciens étudiants de l'école de guerre économique. Et surtout, l'intérêt de ce second rapport, c'est qu'il menait une analyse transversale de la pénétration de l'islamisme politique et en particulier des frères musulmans dans les domaines qui pouvaient être l'éducation, le sport, le monde culturel et d'autres domaines d'ailleurs. C'était vraiment une analyse transversale, le monde de la santé notamment, c'était une analyse transversale qui précédait une étude qui a été publiée quelques mois plus tard par l'Institut Montaigne. Et ce second rapport de l'école de guerre économique, non revendiqué à ce moment-là, publié en 2018, quel est son intérêt ? Son intérêt, c'est que on a pu, à notre très modeste niveau, intervenir auprès de la FNAC et des éditions Gibert, en parallèle à la sortie de ce rapport, pour faire retirer des rayons de la FNAC et de Gibert des ouvrages qui appelaient au djihad, des ouvrages qui appelaient à des combats radicaux contre la population française notamment, mais pas que. Donc j'insiste sur cette légitimité qui m'a amené dans ce podcast spécial sur Marolles à essayer de donner un éclairage sur ce qui a été écrit par des personnes beaucoup plus compétentes que moi, qui ont vécu des situations de guerre, et à l'intérieur de ces situations de guerre, je pense à l'Indochine et à l'Algérie notamment, des réalités de combat informationnel qui résonnent aujourd'hui très fortement dans le contexte que nous sommes en train de vivre. Alors pour répondre à votre question, je réponds non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, pourquoi ? Parce que les frères musulmans en France sont encore une force fragile, on peut dire même faible en fonction de son implantation. Et cette fragilité, elle est liée au mot invisible. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et moi je me félicite que M. Bruno Retailleau ait rendu public ce rapport émanant de l'administration française pour enfin qu'il y ait une parole publique qui montre où est l'ennemi d'un pays comme le nôtre. Et l'ennemi d'un pays comme le nôtre, ce n'est pas forcément un ennemi militaire, ça peut être un ennemi qui ne combat pas sur le terrain des armes et du létal, comme on dit dans ces milieux-là, mais sur le terrain, justement, de l'infiltration d'une société pour jouer sur des leviers qui sont la religion, une vision extrémiste et conquérante d'une religion par rapport à d'autres, et la pénétration de systèmes, qu'ils soient administratifs ou sociétaux, afin, peu à peu, de créer des situations irréversibles, locales, qui aboutissent à un démembrement d'un État comme la France, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc, l'urgence, c'est de faire passer de l'invisible au visible
l'action des frères musulmans en France, c'est-à-dire la popularisation maximale du rapport qui vient d'être rendu public et l'utilisation de manière systématique de l'éclairage là où les frères musulmans sont, agissent, et là où ils progressent, et combien de personnes ça touche, et quel est le mapping, comme on dirait en intelligence économique, de leur implantation dans un pays comme le nôtre. Donc, la première manière de contrer les frères musulmans, c'est de les faire passer de l'ombre à la lumière. Où sont-ils? Que font-ils? Comment agissent-ils? À partir de là, ce sera au peuple français de se déterminer à travers son vote pour que le pouvoir politique puisse prendre des mesures à la hauteur du problème. Et des mesures à la hauteur du problème, c'est pas un mot faible. Il faut reprendre la situation en main. Ce n'est pas un hasard, et il faudra le répéter systématiquement, si dans des pays arabes, des pouvoirs politiques interdisent ce mouvement. Interdisent ce mouvement. Quand j'entends qu'en France, sur certains plateaux de télévision, y compris sur la chaîne CNews, on dit mais non, c'est pas possible de les interdire. Si, bien entendu, c'est possible et c'est même nécessaire. C'est une prise de position qu'il faut afficher très clairement. Car la base même d'une lutte politique dans une guerre qui se veut invisible, c'est de désigner l'adversaire clairement et non pas de faire croire qu'on peut vivre à ses côtés avec des mesures homéopathiques pour contenir ces crises d'énervement ici et là. Donc le combat contre les frères musulmans aujourd'hui, c'est une priorité majeure dans le cadre de la sécurité nationale d'un pays comme la France pour la protection de sa population et de ses biens. Biens matériels, biens immatériels. Christian Bello, merci. On ne rappellera jamais assez que les seules batailles perdues sont celles qu'on ne mène pas. La France ne manque pas de combattants, mais ils ne sont pas toujours là où ils devraient être.